Bonsoir mesdames, messieurs, Assalamu alaikum, bienvenue à cette rencontre littéraire de la CB. On était là dimanche dernier pour fêter Inayel. Toutes les salles de la CB étaient pleines à craquer et c'était très agréable. Et ce soir aussi, c'est agréable de vous recevoir et de recevoir Dorothée Kelou, Aïda, animée par Mustapha Arzoun. Animé par Aïda et Animé par Aïda et par Mustapha. C'est un plaisir non dissimulé de recevoir Dorothée Kelou parce que je vous parlais tout à l'heure de Inayel qu'on a fêté tous ensemble ici. C'est Inayel, c'est un peu ces traditions-là qui nous rattachent à notre pays d'origine, au pays d'origine de nos parents. Et justement, c'est ce que va nous raconter Dorothée Kelou. C'est ce que Dorothée Kelou compte dans ce livre où elle part à la conquête, à la reconquête d'une partie d'elle-même via son papa, le village de son papa. On a un peu, on se disait tout à l'heure, et puis Aïda avec le film qu'on avait projeté, on ne dira pas le contraire, on s'était dit tout à l'heure avec Dorothée Kelou qu'il y a de plus en plus d'écrivains, de réalisateurs et de réalisatrices et d'auteurs, eux, qui sont un peu dans cette quête d'une partie de soi, d'une partie de soi, de ses origines. Et c'est pas anodin. Moi je cite encore cet exemple-là. L'un des premiers livres qui moi, personnellement, m'avait interpellé sur la quête d'une partie de nous-mêmes, c'était celui de Daniel Prévost, cet artiste, cet acteur, cet artiste, cet écrivain qui avait écrit Le Pont de la Révolte parce qu'il repartait sur les traces de son père en Kabylie. Voilà, donc on est parfaitement dans ce que la CB diffuse dans ses ateliers, dans ses locaux, c'est-à-dire on diffuse qu'une partie de nous-mêmes n'est pas en contradiction avec ce que l'on vit ici et ce que l'on est ici. On disait tout à l'heure avec quelqu'un d'autre qu'on a beau être parisien, lorrain, on a quand même un peu de kabylie en nous et on se sent entier que quand on a les deux ou les trois parties de nous-mêmes qui s'expriment. Cette année, alors la semaine prochaine, sur un autre registre, on a un autre rendez-vous littéraire ici même, puisqu'on reçoit Omar Ouamara, qui traduit en kabyle un livre d'un historien qui est Mohamed Harbi, que Mustapha aussi recevra la semaine prochaine. Non, c'est Han Sadi. C'est Han Sadi qui anime cette soirée. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Cette année, la CB 2025, on a décidé de placer cette année sous le signe du 120e anniversaire de la laïcité. La laïcité, c'est cette valeur qui permet aux hommes et aux femmes, aux athées, aux croyants, aux agnostiques, à tous les publics de toute origine, de vivre ensemble. Et c'est vrai que c'est aussi là dans notre public, dans nos publics, puisqu'on parle ce soir du livre écrit par une dame, Dorothée Kelou, c'est aussi la laïcité, une forme de lutte pour l'égalité femmes-hommes, pour qu'il n'y ait jamais de tuteur à qui que ce soit, et encore moins aux femmes. Et donc, cette année est placée sous le signe de la laïcité, pour tous les événements qui vont arriver et qui se sont déjà produits. Et comme donc cette année étant le 120e anniversaire de la loi de 1905, et on a décidé de placer les événements de la CB sous cette thématique, je conclurai en vous disant, comme le disait à l'époque, et c'est ce qu'il y a sur nos cartes de vœux, comme le disait à l'époque Jean Jaurès, la loi protège la foi, tant qu'aucune foi ne veut faire la loi. Voilà. Et donc, bonne soirée. Les prochains événements, tenez-vous informés auprès du secrétariat de la CB sur le site.
En tout cas, il y en a déjà un autre qui arrive la semaine prochaine. Et pour ce soir, je vous laisse en compagnie donc de Dorothée Kelou, d'Aïda et de Mustapha Arzou. Merci, Monsieur le Président. L'introduction est presque faite. Je vais donc d'abord vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Vous remercier les présences, celles et ceux qui sont venus, et puis saluer ceux qui nous suivent en direct sur Facebook ou qui nous suivront en différé. C'est presque de la télévision. Alors, je vais juste vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes donc journaliste, vous êtes réalisatrice, vous êtes notamment connue pour avoir publié dans Le Monde et révélé l'affaire des financements indirects de l'État islamique par Lafarge pendant la guerre en Syrie. Pour cela, vous avez été primée. En 2009, vous réalisez un film qui s'appelle Mansoura, tu nous as séparés, dont il sera un peu question dans ce livre et dont il sera un peu question ce soir. En 2020, vous réalisez pour France Culture une série de podcasts sur l'Algérie des camps, qui est un des thèmes importants de cet ouvrage aussi, donc il sera question ce soir. Et donc vous publiez l'an dernier une encyclopédie chez Grasset. Alors ce livre raconte effectivement un retour en Algérie, le retour de votre père. Il n'y était pas retourné depuis, je crois, 50 ans, c'est ça? Dans son village, oui. C'est ça, dans son village. 50 ans. Et bonsoir tout le monde. Oui. Mais en Algérie, à Alger même, ça faisait 30 ans. Donc c'est quand même un long exil. D'accord. Et donc ce livre, c'est à la fois l'histoire de ce retour que Aïda connaît bien, puisque la même démarche a été entreprise avec son père Slimane en Kabylie. Et vous racontez donc, à travers cet ouvrage, l'histoire d'un exil, celui de votre père, l'histoire aussi des relations franco-algériennes, que ce soit du point de vue français et algérien, depuis la colonisation, parce que vous remontez très loin dans votre ouvrage jusqu'à la pénétration coloniale, et que vous racontez cette longue quête, parce que ce livre, c'est aussi peut-être d'abord votre livre au sens où, à travers votre propre quête identitaire, vous racontez ces circonvolutions, ces méandres, ces différentes étapes de cette quête identitaire, puisque, on va le voir tout au long de la soirée, vous allez apprendre à découvrir finalement vos origines, sur l'histoire de votre père, et en quoi cela fait partie de votre propre histoire. Et peut-être qu'à la fin de ce récit, on débouche sur une représentation peut-être plus apaisée, moins fantasmée de ce rapport identitaire à l'Algérie, parce qu'apparemment c'est quand même difficile d'être algérien, surtout que l'Algérie se conjugue avec, enfin, s'écrit avec un S, ce sont des Algéries. Alors c'est un livre qui est très riche parce qu'il y a beaucoup de thématiques que vous abordez, historique, sociologie, politique, la situation actuelle, les relations franco-algériennes, etc. Mais que vous l'écrivez avec beaucoup d'enthousiasme, comme dirait votre mère aussi, avec un peu de lyrisme, par-ci par-là, et que je trouve que les passages où vous évoquez les membres de votre famille, notamment votre sœur ou un oncle, sont particulièrement bien riches en émotions, et bien évidemment, surtout lorsqu'il s'agit de votre père Malek, et peut-être plus encore pour moi, j'ai été très touché par les pages où vous parlez de votre mère, Catherine. Voilà. Donc, oui, je trouve que c'est pas le sujet ce soir, c'est pas le sujet, mais les quelques pages qui lui sont consacrées sont particulièrement lumineuses et importantes. Et peut-être la première question, avant de défiler un petit peu un certain nombre de thématiques, de faire défiler un certain nombre de thématiques, c'est d'abord la genèse de ce livre, l'origine de ce livre. C'est, je crois, une lettre et une statue. Et avant toute chose, en fait, pour honorer aussi le travail des éditions Casbah en Algérie, parce que le livre est sorti en novembre dernier chez Casbah Éditions. Voilà, donc je pense que c'est important de montrer que le livre circule et voyage et qu'il a aussi rencontré un public en Algérie. Et où je l'ai présenté au Salon du Livre d'Alger et puis à Tlemcen. Déjà il y a un an. C'était le film. Oui, c'était le film déjà. Alors, je suis un peu troublée par ce que vous avez pu dire sur ma mère, parce que c'est vrai que, en fait, bon, c'est quand même une histoire importante, parce que je pense qu'au départ, il y a un interdit, il y a beaucoup de peur, et la première fois qu'on part en Algérie avec ma soeur et mon père, c'est en secret. Parce que ma mère ne souhaite pas qu'on aille en Algérie.
Et donc, moi, j'ai 18 ans à l'époque, ma sœur a 6 ans de plus. Et on se dit, il y a vraiment ce désir de connaître l'Algérie. Et donc, on laisse une petite lettre dans la boîte aux lettres de ma mère, qui à ce moment-là est à Madrid. Et elle découvre que donc, nous avons fait le voyage. Et c'est quand même un moment de choc, en fait, je pense, pour elle. Je me souviens l'avoir appelée depuis Alger, et c'était mon père et ma sœur qui me poussaient à l'appeler, parce que j'étais la petite. Donc la trahison serait peut-être moins grande. Et je me suis dit, ça y est, j'ai perdu ma mère, quoi. J'ai senti à sa voix que, en fait, elle m'en voudrait à vie d'avoir fait ce voyage. Et en fait, je suis rentrée à Nancy. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que, en fait, elle était très silencieuse sur ses années de vie avec mon père en Algérie dans les années 70. Et que là, en fait, j'étais face à elle et qu'elle m'a tout raconté. Mais c'était un flot de paroles, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment fort parce que je me suis dit, il y a quelque chose à déverrouiller, en fait, face au silence. Et donc, j'avais 18 ans, mais je pense que ça a été assez initiatique, en fait, de se dire, quand on brave un interdit, quand il y a transgression, il peut y avoir quand même révélation derrière. Et c'est un peu ce qui m'a autorisé un parcours, malgré tout. Parce que finalement, je grandis beaucoup avec le silence de mon père à Nancy, sa mélancolie, l'impression d'un exil mais qui n'est pas dit, et que moi je ressens en tant qu'enfant, et qui est vertigineux pour moi. Et donc par moments je me dis, mais qu'est-ce qui ne se raconte pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Mais je ne suis même pas capable de formuler ces questions-là. C'est juste une sensation, c'est physique, c'est quelque chose que je ne saisis pas. Et je pense que en fait c'est tout un parcours assez long d'ailleurs, parce que donc je le raconte dans le livre, quand j'ai 14 ans, que je suis avec mes copains au collège qui sont d'origine algérienne, sénégalaise, marocaine, tous ceux qui ont une origine non contrôlée se réunissent et l'arborent fièrement. Et moi je suis fière de dire, mon père est algérien, je suis algérienne, et j'ai un ami qui me dit, mais toi tu dis que tu es algérienne mais tu parles pas l'arabe. Et là je lui dis, non mais parce que mon père est kabyle. Et là je me rends compte que je parle pas non plus kabyle. Donc je suis en fait confrontée à un vide de transmission, et je deviens en fait un peu obsessionnelle. Je me dis, bon, apparemment il faut être arabophone pour être algérien, donc je commence des études d'arabe littéraire, de Fusha, à l'âge de 15 ans. Je commence voilà, dans le cadre d'une association, puis finalement je poursuis au bac, puis je fais mes études, et puis en sciences politiques, en arabe, je pars en Égypte, puis en Palestine, je travaille à Jérusalem, je documente la situation d'occupation militaire. À l'époque, c'était pour le Quai d'Orsay, et je me souviens que à ce moment-là, mon père m'offre un projet de film qui s'appelle Lettres à mes filles. Lui est réalisateur de métier. Et je reçois ce projet de film, mais j'en fais rien. Voilà, j'étais pas prête à ouvrir ces questions. Et je poursuis mon voyage. Je sens qu'il faut que je continue à voyager. J'ai pas envie de rentrer en France, et j'ai la chance d'obtenir une bourse pour étudier aux États-Unis, au Centre d'études arabes de l'université de Georgetown à Washington. Et je pars 2 années. Et je me souviens, je prends un cours d'histoire de l'Algérie coloniale. Et mon professeur, qui s'appelle Oussama Abimerched, libanais-américain, spécialiste de l'Algérie coloniale, me dit, puisque tu es d'origine algérienne, tu vas creuser du côté de l'oubli. Moi, je le regarde, je dis, mais je vois pas bien de quel oubli vous parlez. Il me dit, creuse, vous allez trouver. Ok. Et à ce moment-là, j'appelle mon père et je lui dis, est-ce que tu as une idée de projet en histoire que je pourrais faire? J'ai 50 pages à écrire, c'est hyper ambitieux, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc il me dit, reprends ce projet de film que j'avais écrit, Lettres à mes filles, tu vas peut-être y trouver de la matière. Et donc je lis ce projet et je découvre sa description de son village, Mansoura, dans le sud de la Kabylie, pendant la guerre, entouré de fils barbelés, avec ses populations qui ont été regroupées de force, déplacées par l'armée française. Et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Et je me souviens très bien de la phrase qu'il a pu me dire. Il m'a dit, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'exil et à l'immigration. 3 petits points, et peut-être même au terrorisme. Ok, bon, vaste programme. Je ne sais pas bien quoi en faire à ce moment-là.
Mais je suis encouragée, en fait, dans le contexte américain, ça il faut le dire. J'ai des financements, j'ai un soutien émotionnel. Et en fait, mon prof me dit, c'est un très bon sujet. Il y a eu peu d'écrits du point de vue algérien sur l'histoire des regroupements de population. Évidemment, il y a Bourdieu et Sayad, le déracinement aux éditions de Minuit. Puis Michel Cornaton, puis il y a eu le rapport Rocard pendant la guerre, il y a eu beaucoup de documents, mais finalement assez peu du point de vue algérien, qui racontent cet exil forcé par l'armée française, qui a touché plus de 2 millions d'Algériens pendant la guerre, forcés de quitter leur lieu d'habitation, regroupés dans ces villages ou ces camps placés sous surveillance militaire française. Je me dis, bon, allez, il faut que j'y aille. Sauf que, en fait, c'est pas si simple. Évidemment, c'est plutôt une traversée émotionnelle et à un moment donné, je commence à faire des cauchemars, quoi. Je me dis, mais j'ai pas envie de renouer avec l'Algérie en passant par cette histoire traumatique. C'est trop violent. Et je vais voir mon prof et je lui dis, je change de sujet, je vais travailler sur le cinéma algérien. Pourquoi pas la représentation de la révolution dans le cinéma algérien. Il m'a dit, bon, ça a été beaucoup fait. Puis, en fait, vous avez accès à des sources importantes qu'il ne faut pas négliger. Donc là, il me met face un peu à mes responsabilités. Ça m'arrange pas beaucoup. Et je lui dis, bah écoutez, non mais mon père peut le faire. Et il m'a dit, et pourquoi il l'a pas fait? Et là, pareil, il me met face, voilà, il a les bonnes questions, quoi. C'est un bon prof, il est fin, il est intelligent. Et en fait, je me retrouve un peu comme ça dans une obligation, à mon niveau, personnel, presque historique, quoi. Et ça devient une obsession, quoi. Je pars en Algérie avec mon père, ça fait 50 ans qu'il n'est pas allé dans son village. Donc on se dit, bon, c'est quand même un événement historique, on va prendre une petite caméra, on passe à la FNAC et on filme les premières images d'un film qui naîtra 8 ans plus tard. Et je vous la fais court parce que je pourrais en parler évidemment des heures, ça a été vraiment très très long. Mais pour revenir à cette histoire de statut, puisque ça faisait partie de vos questions, en fait, tout est parti, pour moi, du projet de film de mon père, Lettre à mes filles, mais pour mon père, d'une statue qui s'appelle la statue du sergent Blandan. Je ne sais pas si vous connaissez le sergent Blandan, qui est héros de la conquête coloniale au XIXe siècle. Et en fait, il y a une statue qui a été fondue et érigée à Boufarik en 1887 en l'honneur de cet homme qui a résisté à une horde de cavaliers arabes. C'était l'histoire officielle, célébrée par le général Bugeaud. Et cette statue, qui était à Boufarik, mon père, il la voyait quand il était enfant, pendant la guerre, et elle lui faisait peur. C'est une statue de plus de 3 mètres de haut, sur un socle de 4 mètres, qui pointe le doigt comme ça, qui montre, qui menace en fait. Et il me disait, en fait, moi, dans ma culture, on ne représentait pas l'humain. Donc c'était une statue effrayante et je pensais que c'était un fantôme. Et en fait, ce fantôme, il l'a retrouvé à Nancy, où il s'est installé, parce que la statue a été déplacée en 1963, d'abord érigée dans une caserne militaire à Nancy, puis dans les années 90, à la demande d'un groupe qui s'appelle Blandan, érigée sur la place publique. Et donc un jour, il part travailler à France 3 et il tombe sur le fantôme de son enfance. Et à ce moment-là, il me raconte que, en fait, il commence à faire des cauchemars et que cette statue l'étrangle dans ses cauchemars. Donc, c'est un peu le refoulé colonial qui ressurgit et il n'est plus en mesure d'éviter le sujet, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à écrire. Et qu'il m'offre ensuite ce projet de film qui, quelque part, est trop difficile, trop lourd à porter. Et que j'hérite de ce projet qui ensuite deviendra un film. Il y a plein de projets autour, mais pour vous parler de cette statue, et je pourrais y revenir parce qu'on a continué, mon père est en train de faire un film sur son fantôme, et voilà, il y a plein de choses qui se sont débloquées grâce à ce travail de mémoire. Et justement, au début du livre, il y a une amie à toi qui te dit « t'es en quête ». Et cette idée de quête, je trouve qu'en ce moment,
il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui sont en train de justement d'aller combattre un peu le silence des aïeux. Et voilà, il y a énormément de livres qui sont en train de sortir. Il y a Récits d'Algérie, j'imagine, que tu connais. Et moi, ce que je me demande, étant donné que j'ai aussi fait cette démarche, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Et éventuellement, qu'est-ce que tu as trouvé quand tu es allé en Algérie, si tu as trouvé quelque chose sur toi, sur ta famille? Est-ce que tu penses que ça s'arrête un jour, ou c'est une quête en fait un peu Don Quichotesque qui n'a pas de fin? C'est une bonne question, presque existentielle. Qu'est-ce qu'on cherche? Mais je ne sais pas si on se formule ce qu'on cherche en fait, et si quand on trouve, on sait que c'était ça qu'on cherchait en fait. Mais ce que je peux constater, c'est qu'on est enrichi par cette quête, par cette enquête, et que surtout, j'ai l'impression, il y a quand même une période où on fréquente les fantômes et où on est quand même très terrifié parce que c'est une histoire très très violente. C'est pas pour rien qu'il y a un tel déni en fait, mais à un moment donné, on arrive à laisser partir les fantômes, j'ai envie de dire, et quelque chose de l'ordre un peu de la libération, et aussi de trouver sa place. C'est-à-dire que quand il y a des histoires traumatiques, ce que j'ai pu constater, c'est que parfois on est figé dans le passé et qu'on n'arrive pas à avancer. Et en tout cas, moi j'ai eu l'impression de pouvoir à un moment donné me décoller de cette histoire et de respirer en fait, de me dire mais ok, en fait je vis pas la guerre d'Algérie, en fait je vis dans un pays qui est malgré tout en paix, où il y a un semblant de normalité, où on peut quand même, malgré toutes les difficultés, trouver une forme d'épanouissement et à un moment donné mettre à distance ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de vivre. Et je pense que peut-être que c'est ça ce que je désirais, et de pas être que dans une transmission traumatique en fait, parce que en fait on a le désir, enfin vous parliez de Yannaïr, cette année je l'ai fêté avec des amis chez moi, et c'était très émouvant en fait de pouvoir se reconnecter à cet endroit et de me dire voilà, il y a un patrimoine qui est au-delà de toute cette violence dont on est héritier, une sorte de terreur qui est transmise, mais en même temps je pense qu'on ne peut pas éviter le sujet de la terreur. Il y a un moment, il faut comprendre ce que ça a pu détruire, ce que ça a pu laisser comme trace, et voilà, donc il y a tout ce travail laborieux et douloureux qu'a fait la génération précédente, que notre génération continue, qui a besoin de se reconnecter à la filiation. Parce que l'entreprise coloniale, c'est aussi la destruction des filiations, par aussi les changements de nom, etc. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la survie, en fait. Qu'est-ce qu'on retisse comme filiation, là où il y a eu destruction. Et voilà, par exemple, je suis très touchée de rencontrer ce soir un ami de mon oncle qui connaît l'histoire de la famille, et en fait, à beaucoup de rencontres, jusqu'à Vancouver, où j'ai présenté mon film, j'ai retrouvé la cousine qui était destinée à mon père. Elle s'est mariée avec ma mère. Mais elle est venue. Et donc, à un moment donné, c'est toutes ces pièces de puzzle qui sont une histoire très très riche, et qui nous permettent de sortir un peu de la caricature, parce que moi, ma manière d'appréhender l'Algérie avant de faire tout ce travail, c'était un peu cliché en fait. Je mettais des petits drapeaux algériens autour des poignets, et puis je disais 3 mots d'arabe, et voilà, c'était pauvre. Et aujourd'hui, je suis triste de me dire qu'on a tellement de travail à faire pour aller chercher ces richesses, parce qu'elles sont difficiles à aller chercher. Et en même temps, voilà, tout ce qu'on fait, en fait, tu me dis que tu as bientôt un roman qui sort, voilà, il y a plein de choses qui nous permettent un peu d'aller au-delà de l'appauvrissement. Et justement, tu parlais de transmission ou de non-transmission, notamment quand tu évoquais le fait qu'on t'interpellait dans la cour de récré sur le fait que tu parlais pas arabe, etc. Et aujourd'hui que tu as fait ce travail, et puis aussi que tu es adulte, est-ce que tu as l'impression que ton père t'a transmis
quelque chose d'algérien, de kabyle, qu'est-ce que tu as l'impression que tu définirais comme une partie d'Algérie en toi ou de Kabylie? Alors je sais pas, c'est difficile à définir. Hein. C'est quoi l'Algérie, c'est quoi la Kabylie? J'ai l'impression que dès qu'on essaie d'enfermer, on tombe un peu dans l'authenticité recherchée et on s'en sort pas bien, quoi. Et moi j'ai envie de dire, c'est déjà une sensibilité. Je pense que, voilà, enfin, moi quand j'entends des chants kabyles, franchement, Vous dansez. je pleure. Donc c'est profond. C'est comme ça, bien sûr. Non, c'est vrai, ça m'émeut en fait. Ça m'émeut, je sais pas, ça va chercher loin, quoi. Et vous êtes très émotive. Oui, bon, en plus je suis enceinte, alors ça n'arrange absolument rien. Mais je peux vous dire que en fait, il y a quelque chose de l'ordre du féminin, de la chorale, de quelque chose qui s'est transmis au-delà. Enfin, je pense qu'il y a de l'ordre de l'inconscient. Et je pense que c'est pas 50 ans qui annulent des siècles de transmission. Enfin, j'y crois pas, quoi. Pour moi, c'est un déni de l'histoire, en fait. Et c'est très inscrit dans nos corps. Et je pense qu'il faut se refaire confiance à cet endroit-là, parce que des fois, on se dit « Ah ouais, mais j'arrive pas à parler, donc du coup, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, non, dès qu'on se reconnecte au niveau du corps, des sensations, on se rend compte que c'est là, quoi, c'est profond. Et donc, c'est là où j'ai envie d'être positive. Alors, pour être positif, je vais peut-être aussi aborder d'abord une autre question. On a déjà commencé à évoquer les questions traumatiques, les histoires douloureuses et ce que l'on peut connaître ou parfois rabâcher, c'est pas pour vous que je dis ça, mais sur les mémoires conflictuelles et douloureuses. Mais il est d'abord aussi question d'amour dans votre livre quand même. Et peut-être que c'est aussi important de se reconnecter à travers cette dimension positive de la relation franco-algérienne. En l'occurrence, il faudrait quand même nous dire un mot sur votre père, un mot sur votre mère, sur la rencontre. C'est pareil en fait. Enfin, moi par exemple, avant d'écrire ce livre et avant de travailler cette histoire, ils m'avaient jamais raconté leur rencontre. Donc, comme si tout était non-récit. Et c'est là où le récit a vraiment son importance parce que il crée un ancrage. Et que moi j'avais beaucoup l'impression de flotter, de ne pas savoir tout à fait comment me situer. Et je me rends compte que être fille d'une mère française, d'un père algérien, c'est aussi une histoire singulière qui nous situe peut-être différemment dans l'histoire, parce qu'on sait que ces mariages qu'on appelait interraces à l'époque ou interreligieux étaient mal vus, voire interdits. Donc on a un héritage aussi à cet endroit-là, et puis il y a l'héritage d'une domination historique qui existe aussi dans l'intime. Et l'effacement, il se joue aussi à cet endroit-là, sur quelle langue on transmet, surtout on parle beaucoup de langue maternelle. Et quand moi je disais à mon père, mais pourquoi tu m'as pas transmis ta langue? Et il me disait, mais oui, parce que c'est la mère qui joue avec l'enfant dans le bain, qui chante les comptines, Et j'ai bon, il s'en sort un peu facilement là. C'est plus profond en fait. Et donc c'est sur la place de nos héritages aussi dans le contexte français qui a tendance à bon, on le voit bien dans l'actualité, à se crisper dès qu'il s'agit d'Algérie ou quoi. Mais vraiment c'est qu'est-ce qui se joue aussi à l'intérieur d'un couple, comment on fait famille, comment on transmet, comment l'autre s'intéresse à ce qu'on est, comment il crée un espace. Et je pense que c'est à l'image de cette société, en fait. Ce qui se passe dans l'intime peut se rejouer au niveau collectif. Et ma mère, en tout cas, aujourd'hui, elle me dit moi, je voulais que ton père te transmette la langue, mais à l'époque, on dépréciait la transmission en disant ça va perturber votre enfant. Et pendant longtemps, mon père m'a dit moi, j'ai grandi avec le kabyle à la maison, le français à l'école, et ensuite l'arabe algérien quand ces populations étaient déplacées dans le village. Et il me dit, moi j'étais perdue dans mes repères, je ne savais pas à quoi j'appartenais. Donc moi je voulais pas que mes enfants soient perdus. Et moi à l'inverse, je disais, mais moi je me sentais perdue parce que j'avais pas de transmission. En fait, ce qu'il avait transmis, c'était un peu le manque de repères.
Et donc le fait d'avoir resitué un peu et de comprendre que la langue était interdite dans l'école, qu'il a pu apprendre des mots avec ses familles avec qui il était contraint de vivre pendant la guerre, etc., de resituer toute cette histoire aide à mieux se situer soi-même et à se dire ok, moi j'hérite aussi d'effacement, etc., et j'arrive à les nommer. Mais il y a beaucoup à dire sur les couples dits mixtes, je pense. C'est un autre sujet. Bon, alors votre père, vous le présentez comme un laïc, un anarchiste. Non. Ouais, attends, à un moment donné, il était proche des trotskistes. Du PRS. Voilà, il a un PRS, peu extrême gauche. La formation politique créée par Boudiaf au lendemain de l'indépendance. Et votre mère, vous racontez son histoire aussi, son parcours, son histoire familiale. On a l'impression qu'en termes de rupture, elle s'est posée là, cette femme. D'abord pour aller en Algérie, pour se marier, pour rencontrer un Algérien, et puis surtout rompre bien des tabous au sein de sa propre famille. Comme elle l'a dit, c'était sa rébellion en fait. D'abord, elle s'est inscrite au Parti communiste français alors qu'elle était dans un milieu bourgeois, catholique, de droite, conservateur. Et ensuite, elle se marie en secret avec un Algérien. Et ce qui était drôle en fait, ça j'ai découvert ces anecdotes, mais ma grand-mère, qui est une aristocrate déchue, qui n'a jamais supporté en fait son nouveau rang social, insistait pour que bien sûr ses filles aient des mariages de bon rang. Et quand elle a découvert que mon père en fait était le mari, elle a quand même publié les bans dans le Figaro, ce qui se faisait à l'époque, en annonçant que mon père était fils de calife. Parce que mon grand-père s'appelait Khalifa. Donc ça a fait beaucoup rire aussi en Algérie, parce qu'on lisait le Figaro, paraît-il. Et donc mon père m'a raconté que sa mère a appris par un cousin que d'abord mon père était marié et qu'ensuite il était fils de calife. Donc voilà, donc ça fait partie un peu de ces histoires qui sont à la fois drôles et douloureuses quand même, parce que après il y a la réalité de se couper de sa famille, de faire ses choix à l'époque audacieux, politiques, et c'est sûr que ça laisse aussi des traces. Donc en tout cas voilà, c'est un coup de tête qu'elle n'a pas regretté. Mais qui a été quand même un défi, quoi. Un dernier mot sur votre mère, parce qu'on va dire j'insiste. C'est la première fois qu'on parle tant d'elle, hein. Elle va être contente. C'est mon côté féministe non assumé. C'est vers elle que vous vous tournez lorsqu'effectivement vous avez besoin de repères. Par exemple, on va parler tout à l'heure des regroupements de manière un peu plus précise, mais lorsque vous rencontrez un officier français pour évoquer cette histoire des regroupements en Algérie, vous en sortez complètement déconfite pour ce qu'il vous dit, parce qu'il justifie, etc. Il le donne toujours de bonnes ou mauvaises raisons, et vous êtes déconfite, et c'est vers votre mère que vous vous tournez. C'est toujours, il semble que c'est elle qui soit toujours là. J'ai l'impression qu'en plus, non seulement c'est une révoltée et capable de se révolter aujourd'hui encore, dans le quotidien, d'assumer un certain nombre de prises de position et autres, mais elle a les pieds sur terre. C'est elle qui donne un peu qui cravache, ouais. J'aurais pas dit ça, mais bon. Non, mais c'est vrai, ça fait partie de sa personnalité. D'ailleurs, mon père me dit qu'il l'a aussi choisi pour ça, parce que lui, c'est un rêveur éthéré, qui a rêvé de révolution toute sa vie. Et elle, non, la révolution, c'était le quotidien, quoi. C'était, il fallait mettre les pieds sous la table, avoir de quoi bouffer. Et donc, elle le ramenait un peu comme un ballon, là, dans l'air, elle le ramenait, elle l'accrochait à la table. Mais oui, c'est sûr que c'est une sacrée personnalité. Et puis, en fait, comme elle dit, elle n'a pas eu beaucoup de soutien. Et c'est vrai qu'on n'honore pas beaucoup ces femmes françaises qui sont mariées avec des Algériens. Surtout à cette époque, quoi. C'était quand même, c'est les années 60-70, le racisme était encore plus fort,
Et donc je crois qu'il y a quand même des portraits à faire, et j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce chapitre parce que... Un chapitre sur le oui, parce que c'était pas évident de... C'est un des plus beaux. Ah ben, je vais lui dire. Elle trouve que je suis un petit peu amochée sur 2-3 trucs, mais bon, c'est son côté vindicatif. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire, et en tout cas, elle a accepté que j'écrive sur elle, et je pense que c'était une grande générosité de sa part, parce qu'elle a toujours été dans la discrétion. Donc voilà, donc c'est un peu ces femmes de l'ombre qui bouffent la poussière, et puis dont on ne parle pas beaucoup, et donc c'est aussi une manière de rendre hommage. Oui, justement, sur ces identités un peu multiples, tu as travaillé aux États-Unis, et là-bas, tu expliques que c'est complètement différent. Tu te présentes comme une French algérienne avec un tiret. Tu parles beaucoup des tirets. Et tu dis qu'en France, ça c'est impossible. Mais que tu reviens aussi de cette espèce de multiculturalisme américain, qui a aussi, enfin voilà, les États-Unis n'ont rien à envier à la France quand il s'agit de racisme. Mais voilà, comment en fait, est-ce que tu as trouvé une sorte de, pas de solution, mais est-ce que tu as trouvé un compromis dans comment se définir aujourd'hui, quand on habite en fait aussi dans l'ancien empire colonial? En fait, c'est vrai qu'il y a ce concept de hyphenated identities, donc une identité trait d'union. Et moi, j'aimais bien l'idée, quoi. Enfin, quand mon prof me disait « je suis libanais-américain », je me disais « ah, c'est génial de pouvoir dire ça ». Et donc, du coup, je disais « moi, je suis French-Algérienne ». Voilà, c'est comme ça que je me présente et tout. Et du coup, j'ai rajouté à ce moment-là le Myriam, parce qu'ils mettent beaucoup le middle name. Et comme en plus, mon père m'a présentée comme Myriam auprès de la famille en Algérie, du coup, ça avait du sens de garder. Et je me suis dit, c'est bien, ça me permet un peu de résoudre l'équation. Après, je trouvais quand même visuellement, ça ressemblait un peu à une soustraction. Donc français moins algérien. Donc, du coup, je me suis dit, je vais plutôt mettre une étoile. Je me suis un peu amusée avec ça. Mais après, en fait, c'est un peu curieux, mais une fois j'avais vraiment ce besoin d'affirmer, de dire je suis française et algérienne. Parce que je me disais, je suis pas que algérienne en fait. Ça fait un peu imposture, quoi. Et en même temps, je me disais, je suis pas que française. Il y a quelque chose qui manque quand je le dis pas. Et donc j'étais à l'aise avec l'idée de combiner les deux. Et c'est vrai que maintenant, je sais pas, des fois je trouve que c'est un peu enfermant. C'est un peu enfermant d'être toujours. En plus, là, avec l'actualité France-Algérie et tout, on est fatigué, quoi. On se dit, mais est-ce qu'on peut pas être autre chose, quoi? Est-ce qu'on peut pas, se définir plus librement, et on peut être plein de choses. Je sais pas, j'ai un peu envie d'éclater les frontières maintenant, qui par moments un peu nous enferment. Donc, je sais pas si je dirais ça aujourd'hui, tu vois, il faudrait que j'imagine autre chose. Mais en tout cas, ça a été une étape importante pour l'ancrer, pour le dire, pour le revendiquer. Mais c'est pareil, c'est des étapes, quoi. J'ai l'impression qu'après, on peut encore dépasser. Et là, récemment, je sens que c'est plus la question de la langue, de Tamazirt, etc., où j'ai envie de connecter, où voilà, je me libère un peu des fois du discours nationaliste de part et d'autre. Ouais. Et justement sur les récits, en fait, j'ai l'impression que nous, on essaye de plus être assignés et de vivre ces identités, j'ai l'impression que ce que tu dis aussi, de vivre ces identités de manière plus apaisée et multiple, sans problème. Mais est-ce que tu as l'impression que le retour est là, dans le sens où, est-ce que tu trouves que les récits des concernés, donc les récits, en fait, les enfants d'immigrés s'emparent maintenant de leurs récits familiaux et de toutes ces histoires? Et est-ce que tu n'as pas l'impression que encore c'est des récits qui sont cantonnés aux marges? Est-ce que, ton documentaire, je ne sais pas si c'est un choix de ta part, mais voilà, tu dis ça a mis 8 ans pour le faire.
voilà, le livre, bon, c'est une belle maison d'édition, mais est-ce que tu penses que ça aurait eu le même écho si c'était autre chose, si ça ne concernait pas l'Algérie, pour être clair? C'est vrai que je pense que c'est plus simple d'écrire du point de vue pied noir encore en France que du point de vue ancien du FLN, par exemple. Enfin, ça, c'est clair qu'il y a encore quand même beaucoup de crispation, que ces histoires de crimes coloniaux, on n'a pas vraiment envie d'en entendre parler, qu'on nous parle de, voilà, on rabâche, repentance, etc. Il y a quelque chose qui est inconfortable, clairement. Et le fait même qu'on ose poser les questions. Enfin, moi, je sais, quand j'avais commencé à travailler sur le film, on me disait, mais ça fait 50 ans, tu veux pas passer à autre chose? J'ai dit, mais est-ce qu'on dirait ça un descendant de la Shoah? Enfin, il y a un truc indécent, en fait. C'est pas possible. Il y a un travail à faire qui est inconfortable pour vous parce qu'il vous concerne aussi dans une histoire qui n'est pas forcément valorisante à tout point de vue. Et donc, voilà, il y a des réticences, il y a des résistances et on le sent jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, sur la médiatisation du livre, c'est beaucoup les pages Afrique. Alors c'est super, hein, les journaux Le Monde Afrique, Jeune Afrique, Le Point Afrique. À un moment donné, on dit, mais en fait, on est français ou pas, quoi? Pourquoi on est encore relégué? Et donc c'est là aussi où il y a quelque chose qui devrait nous contenter parce qu'on a quand même de la médiatisation, mais ça reste en périphérie. Et du coup, c'est comme si ces voix, ces histoires, elles parviennent pas en fait au plus grand nombre. Et l'histoire des camps de regroupement qui est très peu connue, enfin il y a une expo à Beaubourg en ce moment avec les photos de Bourdieu sur les camps, donc je dis pas qu'il y a aucun travail, etc., mais c'est très marge, quoi. Il faut vraiment s'y intéresser, il faut vraiment chercher. Et bon, après, je pense que ça va bouger, parce que là, j'entends parler d'une série bientôt sur Netflix qui... Voilà, donc ça bouge parce qu'il y a des acteurs nouveaux, parce que dès qu'on sort, en fait, du carcan national, moi, je l'ai bien vu en partant aux États-Unis, etc., on se libère de blocage parce que voilà, c'est des dynamiques de pouvoir politique, etc. Donc à un moment donné, comme on peut aujourd'hui prétendre de plus en plus avec nos diplômes, etc., travailler à l'international, et il y a quelque chose qui bouge malgré tout, quoi. Et ces histoires, petit à petit, je pense qu'elles vont parvenir au plus grand nombre, mais ça reste laborieux, quoi. Ça reste laborieux, ça c'est évident. Mais juste pour raconter ce projet autour de la statue du sergent Blandan, donc j'ai proposé avec le musée des Beaux-Arts de Nancy une sorte d'adresse poétique aux fantômes du point de vue colonisé et descendant, avec un texte en français avec du tamazirt et en arabe avec du tamazirt, et ça a été validé par la municipalité de Nancy. Donc pendant ce temps, à Toul, on érige une statue en l'honneur de Bijard. Bon, c'est un peu la réalité de ce pays, quoi, et qu'on est dans des endroits de résistance en permanence, et que, en fait, quelque part, on a intérêt à ne rien lâcher, quoi, à dire, voilà, on a le droit de raconter ces histoires, on n'a pas à être dans un malaise à l'idée de les raconter, et le malaise, on leur laisse, nous, on raconte. Voilà. Un mot sur les grands regroupements que vous avez un petit peu abordé. Peut-être cette fois, c'est parce qu'on n'imagine pas, c'est quand même relativement peu connu. Déjà, il y a beaucoup de visibilisation sur l'histoire de la guerre d'Algérie, mais alors les camps de regroupement, je crois que c'est vraiment très peu connu. Imaginez un projet militaire de déplacer plus de 40% de la population et donc plus de 2 millions de personnes enfermées dans des camps, derrière des barbelés, c'est quelque chose d'inimaginable et qui n'est pas connu. Et ce dont vous traitez aussi, indépendamment de relater cette triste page de l'histoire française, c'est les séquelles des camps de regroupement. Parce qu'il y a des séquelles, que ce soit psychologiques, que ce soit en termes de ressentiment, en termes d'exil, et y compris même pendant la guerre civile algérienne,
il y a un lien que vous faites en citant, sans la sourcer d'ailleurs, une chercheuse qui explique le lien qu'il y a entre la propagande islamiste qui marcherait davantage là où il y a eu des camps de regroupement. Oui, elle n'a pas voulu que je la cite parce qu'elle continue à travailler sur le djihadisme au Sahel notamment. Et elle a beaucoup travaillé la question du déracinement en fait, et des conséquences du déracinement en Algérie, dans les anciens camps de regroupement, et notamment la rupture dans la filiation. Et comment le discours djihadiste a pu opérer en fait auprès de descendants qui en fait se recréent une filiation un peu anoblie en se disant directement descendants du prophète et de ses compagnons. Et en fait, elle me disait, voilà, le leadership du GIA dans la Mitidja est issu de ces anciens camps de regroupement, surtout de familles qui n'ont pas forcément trouvé leur place dans l'Algérie post-indépendance, et où il y a une marginalisation aussi sociale, économique, et il y a cette dimension identitaire qui vient se greffer. Et je pense que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous lisez les articles de Soren Silo dans le Monde sur le djihadisme, mais il y a beaucoup la question de la crise d'identité qui ressort quand même régulièrement. La question d'enfants descendants de réfugiés, par exemple tchétchènes. Et je pense que c'est une question qui n'est pas assez pensée, c'est-à-dire les conséquences d'une destruction de l'affiliation, de patrimoine ancestraux, et qu'est-ce qu'on en fait, surtout quand c'est pas formulé, quand c'est de l'ordre du non-dit. Et d'ailleurs, moi, c'était très étonnant, parce que quand j'ai fait le podcast pour France Culture, que je suis allée dans des villages socialistes, parce que ça m'intéressait de voir aussi ce que certains de ces camps étaient devenus, etc. Et je découvrais des enfants qui ne savaient même pas que leurs parents ou leurs grands-parents avaient été dans des camps et qu'ils vivaient dans l'ancien camp, qui était devenu une sorte de bourg. Et c'était très touchant parce que après, donc il y avait toute une parole qui pouvait exister, et le père ou le grand-père ou la grand-mère les emmenait sur un tas de ruines en disant, voilà, ça c'est le village qui a été détruit, c'était là que nos ancêtres habitaient. Mais parfois, c'est à 5-10 km et il n'y a pas de transmission. Et parce que c'est une histoire au niveau de l'Algérie qui n'est pas dite, pas beaucoup dite, et encore moins, je pense, dans l'immigration, où il y a beaucoup de descendants d'immigrés qui vont en Algérie en vacances et qui réalisent, et ça ils me le racontent, qu'en fait ils vont pas dans le village ancestral, ils vont dans l'ancien camp. Et donc, parce que ça a touché près de 50% de la population rurale de l'époque, donc c'est énorme en fait, c'est considérable. Et donc, pour moi, il y a tout un travail de documentation qui est de l'ordre de l'effort collectif. Pour avoir vécu en Palestine, j'ai pu constater tout ce travail autour de la Nakba et de cet exode forcé, et à quel point cet exode a été documenté par la poésie, par l'écriture, par les chants. Et il y a ça, parce que quand je suis allée à Mansoura et que je cherchais de la poésie sur cette histoire, moi je me souviens que j'étais avec les femmes et elles m'ont dit, on t'emmène voir El Khir. Et El Khir, qui avait 90 ans, pendant 1h30, elle m'a récité des poèmes, Shalem Malhoun, et notamment sur cette histoire, le jour où ils ont été déplacés du village. Et il y a cette très belle phrase que j'ai prise pour mon titre de film, c'est « À Mansoura, tu nous as séparés ». Donc le sentiment d'avoir perdu un amour, quoi. Et elle racontait ça, et les femmes pleuraient. Enfin, moi, je m'y attendais pas du tout, en fait, à quel point la mémoire, elle est encore vive sur cette histoire. Et c'est vrai que des fois, on se dit, oui, mais bon, ils sont à 5-10 km du lieu d'origine, parfois 15-20. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre ce 0 et ce 15 km, puis dans le camp, puis qu'est-ce que ça a signifié de regrouper ces tribus différentes dans un même lieu? Qu'est-ce que ça a cassé? Et par exemple, le village de Mansoura, aujourd'hui, et je porte la bague de cette femme qui s'appelle Baya, qui se disait un peu la dernière Kabyle
la vraie Kabyle. Elle disait je suis une Américaine. Je disais bon, les Américains c'était plutôt bon. Elle confondait Indien Américain, mais bon, elle était là où je suis la dernière Américaine du village, et elle tenait un peu les murs en disant en fait les tribus qui ont été regroupées arabophones sont restées là, et les autres sont partis. Et donc on a perdu en fait l'identité d'un village, la géographie d'un village, et la cohérence en fait de liens qui existaient. Et je pense que ça n'a pas été mesuré en fait, enfin, ce que ça impliquait au niveau de l'Algérie rurale. Et celui qui le formule très très tôt, c'est Bourdieu et avec Sayad. Franchement, moi je relis le déracinement, je me dis mais il avait déjà tellement saisi ce qui se passait. La prolétarisation de la paysannerie, tout ce qui s'est perdu comme code, comme valeur, comme... Il y a quelque chose qui a été détruit qui est un peu sans retour. Et voilà. Et donc ça c'est une histoire qui reste à documenter, et je pense que de plus en plus de personnes s'y intéressent, donc tant mieux. Juste une question qui n'est pas polémique, mais qui, à mon avis, traduit un parcours et une des nombreuses réalités kaléidoscopiques de l'Algérie et de l'histoire franco-algérienne. C'est comment expliquez-vous votre passage par l'Orient pour retrouver l'Algérie? Est-ce que cela traduit un rapport de domination culturelle et idéologique de monde arabe sur une culture, en l'occurrence berbère, qui est minorée et en plus dominée? Ou est-ce que c'est aussi le fait des silences du père? Je sais pas, je pense que c'est les deux. Après, l'ACB de Nancy, aujourd'hui je crois donne des cours de kabyle, mais à l'époque, moi quand je m'y intéressais, c'était compliqué en fait de suivre des cours. Et c'était plus simple d'apprendre l'arabe. Donc déjà, il y avait ces espaces de transmission, d'où l'importance de l'ACB à Paris. Et puis je pense que effectivement, en fait, pour moi, on parlait arabe en Algérie. Et puis quand on disait mon père, il avait une tête d'arabe. Je sais pas, il y avait un truc. C'était arabe, quoi. C'était pas. Et c'est quand je suis arrivée vraiment dans le village et que j'ai parlé un mélange d'arabe littéraire, d'égyptien et de palestinien, qui les a beaucoup fait rire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ils parlent kabyle, quoi. C'est les anciens, les derniers, là, qui restent. Et bon, ils étaient touchés quand même, parce que pour eux, c'est quand même l'arabe, c'est la langue sacrée aussi, c'est la langue de l'islam, enfin... Mais quand même, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en chemin? Enfin, où est-ce qu'elle est allée? Où est-ce qu'elle s'est perdue? Et je me souviens d'ailleurs, c'était drôle, j'étais dans les montagnes, et ma tante, elle me disait, mais qu'est-ce que t'as avec ce village de El Hamra? Parce que, comme c'est la population d'origine, notamment, avec d'autres villages, mais qui avait été regroupée à Mansoura, j'étais un peu obsédée par El Hamra, parce que en plus, je l'avais retrouvé dans les archives de l'armée française. Et puis elle m'a dit, mais tu veux trouver un mari de El Hamra ou quoi? Pourquoi tu tournes dans les montagnes là-haut, là, tout le temps? Et j'avais rencontré un peu, mon père, il me disait, c'est un derviche, quoi. Et j'étais là avec mes Nike Air, mon jean, et puis j'avais mis un petit fichu sur la tête. Et il se disait bien que j'avais l'air un peu paumée. Et il m'avait pris le front comme ça, il m'avait dit, il m'avait touché, il m'avait dit, tu vas retrouver de la clarté. Bon, il était intelligent, hein, visionnaire. Et donc, il avait vu en fait la confusion. Dire, qu'est-ce que tu cherches, quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Là, t'es à 2000 mètres, il fait froid, t'es pas équipé, t'as ton fichu sur la tête, tu parles un mélange d'Algérien, de Français, de Palestiniens, d'Égyptiens. Enfin, ça en devenait comique, quoi. Ça en devenait comique. Et en même temps, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est un peu désolant. Et en même temps, il faut aussi en rire. Parce que c'est un peu ce qu'on est. C'est du patchwork, quoi. On va chercher un bout là, on retisse quelque chose. Et puis, c'est pas trop laid, un patchwork. Alors, juste une question, parce que j'ai l'impression que vous allez partir en Algérie. Vous allez pour vous y installer. Oui. Ça va durer 6 mois. C'est vrai. Et vous allez revenir peut-être avec moins d'illusions.
est peut-être plus apaisée aussi aujourd'hui, non? Oui. Ou alors, c'est-à-dire, parce que même, le livre se termine d'ailleurs sur Avavainouba, etc. On a l'impression qu'il y a comme... Ah bon? Ça se termine sur Avavainouba? Oh, je vous lis votre livre. Non mais là on retourne dans le cliché, hein. Quand même, je vous promets bah, c'est qu'on en vous, sort c'est- un peu. Hein. Ah non, ben voilà, page 201. Ah oui. Voilà. Ah oui. Oui, parce que c'est les cérémonies de que je sais dire. Ouais. Donc, j'ai l'impression effectivement qu'après cette quête, ça a été un long cheminement, de longues étapes, des détours, des illusions, des désillusions, des fantasmes, des principes de réalité. Vous êtes tellement obsédé d'ailleurs par l'Algérie que vous ne concevez de relations amoureuses qu'avec de vrais blédards, qu'ils soient d'Égypte ou d'ailleurs, etc. etc. Oh, c'est dur là. Non, mais bon. Et l'apaisement, c'est drôle parce que l'apaisement, ça se termine sur quelques mots échangés en kabyle. La fin du livre. Non, mais en fait. Quand je dis l'apaisement, c'est pas le terme kabyle qui est important ici. C'est le fait qu'effectivement, vous ayez ce contact avec l'Algérie, avec un S, avec tout ce qu'elle peut Oui, représenter. voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est pas, Oui, on sort du c'est pas parce qu'on est à fantasme. l'ACP que je vais vous dire. Oui, oui. Non, mais en fait, je pense que il y a toute la question de la langue, et puis effectivement, c'est toujours cette recherche en fait de l'authenticité, quoi. Mais c'est un piège, et je pense que beaucoup tombent dans ce piège en se disant, comme on dit, lui c'est un faux blédard ou c'est un vrai blédard, ou c'est-à-dire lui est-ce qu'il connaît Abdelhalim Hafez ou enfin voilà, est-ce qu'il sait dire la poésie, ou bien il a tout perdu lui aussi, enfin ce truc un peu qui se joue un peu de sur l'héritage, quoi. Qu'est-ce que tu gardes et c'est vrai que pendant longtemps, comme moi je me disais que j'avais pas eu de transmission, je me dis il faut forcément construire avec quelqu'un qui lui a eu une transmission, sinon j'aurais rien à transmettre. Et c'était, franchement, enfin, on en rigole aujourd'hui, mais c'est une détresse, hein, de se dire, mais qu'est-ce que je peux transmettre de l'Algérie? Est-ce que ce pays s'arrête avec moi, en fait, et que les générations suivantes, elles auront aucun lien? Et je pense que c'est quand même une vraie question qui se pose pour ceux qui sont nés en France, qui ont un lien peut-être un peu distendu, deuxième, troisième, voire quatrième génération, qui parfois vont plutôt dans le religieux pour se recréer une identité. Enfin, c'est quand même une vraie question, la culturation, et je pense qu'il ne faut pas non plus la négliger, et tout le mal-être que ça peut créer, en fait. Alors oui, on va se raconter des histoires, donc on se met un petit voile comme ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'aimais bien être un peu dans les fantasmes orientalistes, comme ça. Je me disais, ah, c'est l'Orient rêvé. Et mon rêve, c'était d'aller à Damas, quoi. Je voulais absolument vivre à Damas, étudier à Damas. Et puis après, ma sœur, d'ailleurs, qui était beaucoup plus réaliste, m'a dit, mais tu sais que c'est une dictature, quand même. Hein. Enfin, c'est pas drôle, ce pays, quoi. Je dis, ah non, mais regarde, c'est super beau, les fontaines. Enfin, voilà. Et c'est vrai, on est fantasme contre réalité violente. Et après, aussi, par mon métier de journaliste, je pense que je suis pas mal sortie du fantasme. Mais mais le fantasme, il est quand même très très présent chez les descendants. Et tout ce qu'on dit sur un peu la nostalgie et tout, c'est fortement là, quoi. Alors, je vais faire une citation qui n'est pas tirée de votre livre, mais d'un post sur lequel je suis tombé, d'une bretonne. J'ai un peu d'attache bretonne en ce moment. C'est Clarisse Lavalant, qui est chanteuse et actrice d'origine bretonne, et j'ai un long post, j'ai juste une phrase. Elle écrit « Être breton, ou plutôt se sentir breton, ne serait-ce pas avant tout l'authenticité d'un attachement, l'authenticité d'un attachement, quel qu'il soit, qui ne se quantifie pas et que surtout personne ne peut décider pour l'autre. C'est valable d'ailleurs pour n'importe quelle autre identité. » Question, si vous avez des questions, des réactions ou des critiques. Ce qui serait malvenu. Si, on peut. Franchement, on peut critiquer. Je vais tout faire. Ouais. Je prends.
Excusez-moi. Bonsoir. Jamel Guélif, cinéaste, réalisateur, si vous voulez. Alors, c'est monsieur. Vous n'avez rien entendu? On n'a rien entendu, on le refait d'ailleurs. Alors, Jamel Guélif, réalisateur, ah, voilà, le cinéma. Là, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai vu le titre de votre création, madame. Je m'attendais quand même à parler de la Kabylie et Nancy, parce que Nancy, c'est une très belle région que je connais. Voilà. Je pensais quand même on va trouver beaucoup de liens. On parle de mines, on parle de toute une histoire même de la région, directement liée à la Kabylie, parce que j'ai un film documentaire qui raconte ça. J'ai travaillé presque 6 mois aux côtés de Forbach. J'ai croisé beaucoup d'immigrés. Je m'attendais plus de débat sur ce sujet, mais là on est parti un peu trop large. J'imagine, c'est mon avis, c'est mon avis, parce que là on parle de berbérité, de Moyen-Orient, tout ça. Je pense qu'on peut se faire un petit peu le débat sur notre culture. C'est mon avis. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Mais je pense que le sujet du livre, c'est aussi le manque de transmission. Donc en fait, vous me demandez quelque chose qui ne m'a pas forcément été transmis. Et je raconte tous ces détours et ces illusions. Et donc, j'ai envie de dire, votre travail, il est complémentaire. Et je serais heureuse de le voir. Après, je trouve que c'est difficile de dire j'aurais aimé ou je regrette, parce que, en fait, le travail de création, il est très personnel et on propose ce qu'on peut proposer. Et en l'occurrence, peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable de davantage travailler sur l'histoire des Kabyles, des Berbères, des Amazighen, etc. Mais jusque-là, je n'avais pas mentalement accès. C'est toute la question du blocage. C'est quelle histoire on entend, à quelle histoire on est confronté. Et en tant que, voilà, née en France, j'ai pas eu accès à l'histoire dont vous me parlez. C'est la réalité, ni dans mes cours. Après, il y a des livres, mais parfois les livres, ils sont pas si simples d'accès. Donc c'est tout un patrimoine. En fait, on parle de la même chose. Vous regrettez, moi aussi je regrette, mais du coup, je peux pas raconter ce que j'ai pas pu trouver, en fait. Peut-être chapitre 2, je sais pas, on verra. On attend. Bonsoir, je suis Ayette, franco-algérienne, 2 parents algériens, mais née en France. Je rejoins j'ai eu la même réflexion. Le titre, c'est vrai qu'il ne correspondait pas nécessairement à ce que j'ai entendu. Cependant, ce que j'ai entendu était très intéressant. Alors évidemment, il y a beaucoup de grandes questions sur la transmission. Vous avez fait beaucoup de recherches qui étaient un peu... C'est vrai que vous avez fait pas mal de détours pour arriver à la question du parcours de votre père et en même temps de votre recherche d'identité. Mais ce que je n'ai pas compris pour le coup, c'est pourquoi autant de souffrance. On entend dans vos récits beaucoup de souffrance, beaucoup de trauma, d'ailleurs vous l'utilisez ce terme, alors que moi, étant né en France, de 2 parents algériens, 2 parents kabyles, j'ai baigné en effet dans cette double culture, mais j'ai toujours eu aussi, avec tout respect que je vous dois, le cul entre 2 chaises, puisque à l'extérieur j'étais française, à l'intérieur j'étais kabyle, mais en même temps, quand j'étais à l'école, je n'étais pas identifiée. Quand j'étais en Algérie, j'étais une immigrée. En France, j'étais une immigrée. Bon, bref, voilà, j'ai un peu les mêmes questions que vous avez dû vous poser et cette recherche constante de qui on est. Mais ça n'a pas été un trauma. Donc, là, ma vraie question, c'est pour quelle raison, durant tout votre récit, ou toutes les réponses que vous avez données, on sent ou on entend ou vous le verbalisez comme étant un trauma? Juste une question, vous parlez le kabyle? Oui. Ok. Ma mère s'est privée de parler français. Mais je pense que ça joue beaucoup. Par contre, mon père, qui était parfaitement trilingue, il n'a parlé que français. Oui. Mais je pense que la transmission de la langue, et à travers ça, de tout un imaginaire, d'une histoire, et d'une mère, donc, kabyle, en fait, vous avez eu cette transmission. Moi, je vous parle d'un père empêché de transmettre par l'exil, par ses propres traumas. Et je pense que du coup, c'est notre histoire. Et pour raconter et rencontrer beaucoup de descendants
de franco-algériens qui n'ont pas eu accès à la langue, qui n'ont pas accès à la culture nécessairement, je peux vous promettre que la détresse, elle est là. Et que vraiment, je peux vous dire que c'est une chance que vous avez, et je pense qu'il faut honorer votre mère pour ce choix, parce que peut-être que c'était une décision au sein de leur couple, de la famille, ou qu'elle ne pouvait pas parler français par ailleurs. C'est un choix. Voilà, donc c'est un choix conscient, presque de résistance. C'est ça. Mais voilà, ce qui fait que je pense que, et ça j'en suis convaincue, vous êtes ancré. Vous savez qui vous êtes d'emblée, en fait. Et c'est pour ça que les premières pages commencent par la question de la langue, en fait. Et moi, j'apprends l'arabe littéraire parce que c'est la langue à laquelle je peux avoir accès dans l'enseignement. Mais je suis convaincue que la langue et l'identité sont très très liées et très importantes, et que puisque vous y avez eu accès, vous êtes un peu libéré, quoi. Vous avez pas trop la question de qui je suis ou quoi. Les autres me disent ça. Moi, depuis que j'ai fait tout ce travail, que j'ai fait cette recherche, on peut me renvoyer des trucs, franchement, ça m'est égal, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a 5 ans, j'aurais pleuré à la suite de votre question. Ben non, mais c'est vrai, j'aurais dit, mais franchement, mais pourquoi mais pourquoi il me dit ça? Enfin, j'ai l'air de quoi, machin. Et maintenant, je me dis, bah en fait, non, il a raison, c'est ce qu'il constate. Et effectivement, le Kabylie est dans le titre parce que c'est la région où j'ai fait mes recherches, parce que c'est la région d'origine de mon père. Mais quand on a présenté, par exemple, le film avec mon père à Béjaïa, mon père m'a dit, quand on me parlait en kabyle, il fallait que j'imagine ma mère dans le public pour pouvoir répondre. C'est pour vous dire à quel point la langue, elle est enterrée. C'est fou. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, je pense qu'il y a vraiment un lien avec la langue. Et en tant que descendant, il y en a beaucoup qui perdent la langue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une vraie question, en fait. C'est pas une question anodine. Et je pense qu'il ne faut pas négliger tout le mal-être que ça crée. Parce que c'est pas juste une perte de patrimoine linguistique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois j'entends des chants et ça m'émeut et machin, parce que c'est... Mais voilà, donc je pense vraiment que c'est à ce niveau-là que ça se situe. D'accord, merci. Je vais prendre la parole, les Zulfilamen, bonsoir. J'étais très touchée par le récit. C'est pas pour prendre votre défense, je suis une ancienne syndicaliste, mais c'est vrai que les questions étaient orientées par les deux personnes qui vous interrogent. Donc forcément, on est parti peut-être, d'ailleurs, au départ, vous avez dit, je ne vais pas parler de ma mère, j'ai parlé de mon père, mais on a quand même pas mal parlé de la maman. La question de la transmission se pose. Moi, je me dis franco-algérien parce que j'ai pris la nationalité française depuis une dizaine d'années. Mais la question de qui je suis, par exemple, pour une Algérienne née en Algérie ou une Kabyle née en Algérie, se pose aussi. Longtemps, par exemple, j'ai été empêchée de parler le kabyle, était interdit, par exemple, à l'école, et se poser la question de, finalement, est-ce que mon identité est une identité qui a le droit d'exister? Et tout à l'heure, avant de descendre pour vous écouter, on se posait la question avec un autre franco-algérien qui est né en France, et on se posait vraiment la question, mais je pense qu'elle se pose aujourd'hui, et chacun d'entre nous se la pose. C'est quoi être kabyle, peut-être, hein, parce que c'est la question, c'est quoi être kabyle, comme c'est quoi être un franco-algérien ou un franco-américain, c'est une vraie question. C'est une question existentielle, parce que on change avec les gens qu'on côtoie, il y a des choses qui sont transmises par la langue, mais je sais qu'en kabyle, il y a des choses, elles ne sont même pas dans la langue, en fait. C'est d'entendre un chant qui vient du fond des âges, vous vous mettez à pleurer, vous ne comprenez même pas pourquoi, vous ne comprenez pas le chant, par exemple. C'est comme la question, il a fini avec Aveynouva. Aveynouva, elle a été traduite dans je ne sais pas combien de langues. J'ai des gens qui m'ont dit, en fait, je ne comprends rien à ce qu'il dit là-dedans, mais ça me parle, ça me touche, je suis très très sensible. Donc, bien évidemment, on choisit d'être qui on veut être. Être français, qu'est-ce que ça veut dire? Aller chercher, c'est une véritable identité, être franco-algérien, franco-kabyle. Est-ce que j'ai envie de parler la langue en entrant dans ce que dit l'autre? Moi en tout cas j'ai été très 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 touchée par ce que j'ai entendu, parce que ça me renvoie aussi à la question d'aujourd'hui, après 24 ans en France. C'est quoi être kabyle en France, par exemple? Est-ce que
c'est juste parler la langue, j'ai vu des franco-kabyles qui ne parlent pas un mot de kabyle, mais qui peuvent être plus kabyles que le kabyle qui est né au bled, les indigènes, comme il aime bien nous appeler l'ami à côté de vous. Donc c'est des vraies questions existentielles, je pense, qui je suis, ou qui je veux être d'ailleurs. Merci. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Merci Dorothée Myriam Pelloux sur ce très beau, on va dire discours d'espoir, parce que même si le mot détresse revient, même si le mot détresse revient, le mot traumatisme, etc., mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette quête existentielle parfois. Et je voulais juste revenir sur, parce que moi, je suis né en Algérie, je suis algérien, ça fait 4 ans que je suis en France ici, et je me construis une petite vie d'immigré contre vents et marées, et je suis algérois, de 2 parents algérois aussi, mais d'origine kabyle. Et mes 2 parents comprennent quelque peu le kabyle, mais ne le parlent pas. Mes grands-parents parlent et comprennent le kabyle, mais ne l'ont pas transmis. Donc il y a quand même cette question de transmission, parce qu'on nous dit, oui, de toute façon, on est des kabyles de la Casbah d'Alger, donc on a été très vite arabisés entre grosses guillemets. Et vous avez évoqué la question le sujet des campements, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque dans les cours d'histoire en Algérie par exemple, mais dont on parle très peu en soi aujourd'hui dans l'Algérie contemporaine. Et ça m'est vraiment revenu comme ça d'un coup, parce que ma mère, parce que je connais le village de mon père, on y allait chaque été pratiquement en Kabylie, à Tizi Ouzou, mais ma mère, son village, à chaque fois qu'on lui demandait, elle nous disait que ça a été détruit, que c'est un village, c'est des Naaman à Tizi Ouzou aussi, que ça a été rasé, que ça a été détruit, que ce n'est que des ruines. Et on n'a jamais vraiment essayé de chercher à comprendre, et je vais lui poser la question ce soir en rentrant, en appelant, parce que moi je pensais que c'était durant la décennie noire, il y avait des terroristes, et peut-être qu'ils ont dû évacuer, et par la suite ça a été abandonné. Mais je voulais, là je fais un petit, je suis désolé, mais je voulais savoir du coup à quel point c'était difficile pour vous d'accéder à cette ressource-là pour essayer de creuser cette question des camps de regroupement, et à quel point aujourd'hui en Algérie c'est un tabou ou pas en fait, d'en parler. Merci beaucoup pour cette question. Et d'ailleurs, j'ai mis toute une bibliographie dans le livre, et j'ai mis un QR code à la fin du livre parce que j'ai retrouvé une carte des camps de regroupement en Algérie. Et en fait, on a créé un site justement pour que tout le monde puisse y avoir accès et puisse zoomer et retrouver en fait, parce que c'est vraiment répertorié. C'est une carte qui a été créée après l'indépendance en 1962-63, et le sujet il a vite été abandonné en fait, ça faisait pas partie des priorités non plus, et en fait moi j'étais très étonnée de me rendre compte qu'il n'y avait pas eu de film sur l'histoire des camps de regroupement. Il y a eu récemment donc un documentaire sur les camps de Saïd Olmi, dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, que j'ai pu voir sur son ordinateur, mais qui a du mal à circuler, qui n'est pas beaucoup sorti d'Algérie. Je crois qu'il n'a pas de copie, en fait, parce que comme c'est le 50e anniversaire, c'est l'État qui... ça devient un film de commande, et il n'a pas la liberté, comme j'ai pu l'avoir en travaillant avec une prod en France et en Algérie, de le faire circuler autant. Et je pense qu'effectivement, ça fait quand même partie des gros trous de mémoire, quoi. Et moi, je suis vraiment étonnée, c'était juste en comparaison avec la Palestine. Et la Palestine, la géographie de la Palestine, on connaît, en fait. Moi, quand j'allais, par exemple, près de Haïfa, on me disait, voilà, là, il y a ce village qui s'appelait un tel et une telle, etc. Et en fait, il y a la mémoire des lieux, vraiment, de ce qui a été détruit, de ce qui subsiste, de où les populations ont été déplacées, il y a toute une cartographie qui, pour l'Algérie, n'existe pas, clairement. Ou alors c'est très localisé, un tel c'est... j'ai découvert qu'il y a un village, alors j'ai oublié le nom, mais où il y a un pèlerinage chaque année.
il retourne en fait sur le lieu du village détruit. Donc il y a une conscience au niveau du village. Mais c'est très localisé en fait. Et je pense qu'il y a, ce serait intéressant de savoir pour votre histoire, parce qu'il y a une répétition de l'histoire. Il y a aussi la décennie noire et ces villages qui sont comme ça, forcés de se vider, et puis ces montagnes bombardées, etc. Donc il y a quelque chose aussi il y a des couches en fait. On parle de traumatisme, mais c'est vrai que c'est quand même un pays qui a été traumatisé, j'ai envie de dire, c'est profond quand même. Donc voilà, j'ai envie de... je serais curieuse de savoir si vous acceptez de partager ensuite les découvertes que vous faites. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment insisté pour mettre cette carte dans le livre. Et d'ailleurs, pour revenir sur le titre Nancy Kabylie, moi, mon premier titre, c'était Nos langues coupées. Donc, c'était un peu, on m'a dit, c'est un peu dur comme titre. Et puis après, j'avais imaginé De l'or sous nos langues. Mais c'était vraiment le lien à la langue, en fait. À la langue qui se délie, mais aussi la langue en transmission. Et puis, on m'a dit, ouais, c'est poétique et tout, mais c'est pas vendeur, quoi. C'est un peu mystérieux. Et puis, Kabylie, en fait, ça s'est imposé parce qu'il me demandait un titre à la maison d'édition avec le mot Algérie. Et moi, je sais pas, tous les titres que je trouvais, ça faisait un peu nostalgie pied noir. L'Algérie au cœur, l'Algérie à cœur. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ouais, Enrico Macias, je me dis, je vais pas tomber là-dedans, quoi. Ça me dit rien du tout. Voilà, donc j'ai pas eu envie de tomber dans cette nostalgie-là. Et en fait, Kabylie, et c'est vrai que c'est un peu le mot sésame. Et alors, le monsieur qui est parti, un peu déçu, mais parce que c'est un peu l'évidence de fin, quoi. Je me dis, mais oui, mais en fait... Et d'ailleurs, quand je suis à CB, là, avec vous, sur la laïcité, sur ça, en fait, je me rends compte que c'est des discours que mon père a toujours eu. Et là, il y a quelque chose que je retrouve qui est très familier. Et à la fin, je me suis dit, c'est pour ça, il y a le va et nouva, parce que c'est finalement les seuls mots au départ, bon, à part Arioul, Amchiche, voilà, les petits mots du village. Mais voilà, Kabylie, c'est la deuxième partie du mot. Alors effectivement, c'est décevant parce qu'il y a plus d'arabe que de kabyle dans le livre, mais ça raconte quand même une démarche, c'est-à-dire, c'est pas si facile d'accéder à la mémoire en fait. C'est pas si facile, et donc il faut se réjouir de là où on en est et de là où on arrive. Je vois que la technique commence à prendre... On va peut-être arrêter pour ce soir. Je vous remercie déjà d'être encore une fois avec nous ce soir, d'avoir parlé de ce livre, qui est disponible en dédicace à l'étage supérieur, où l'on vous attend avec un petit verre de l'amitié, et pour finir un peu la soirée ensemble. Encore une fois, merci. Je vous remercie vraiment en tant que femme, en tant que franco-algérienne, alors mère française et père algérien kabyle, d'avoir fait un travail aussi laborieux, pas évident, d'avoir aussi poussé pour nous apporter autant d'informations et pour nous et pour nos enfants, parce qu'en effet nos enfants sont dans la même galère que vous du coup. Donc merci.